Marketing immobilier, rapidement, je vous dis ça, là. Avez-vous l'intention de vous donner une visibilité, de la visibilité, de vous faire connaître, oui ou non? Hein? Planification, établissement d'un budget pour vos documents imprimés et leur distribution. Évidemment, il faut faire un budget parce qu'on peut venir fou là-dedans. À moins que vous soyez très, très riche. Si vous êtes bien, bien riche, ben là, vous allez peut-être pouvoir vous prendre un panneau sur le bord de l'autoroute, puis dépenser de l'argent, mettre votre photo sur la page 1 du journal, puis faire tout ça. Puis, en bout de ligne, comme dirait Mike Ferry, you can buy your business. Tu peux l'acheter, ta business, OK? Tu vas faire ça. Secteur ferme, répétition et fréquence nécessaires. Dans un secteur ferme, si vous voulez vous faire connaître, vous devez trouver une façon de toucher aux résidents de ce secteur-là de différentes façons, mais fréquemment. OK? Une petite note, une petite carte de remerciement, ding-dong, bonjour, un courriel, si vous avez l'adresse de courriel, tout ça. Mais il faut trouver des façons de communiquer avec ça. Fait que, évidemment, quand vous voulez développer le secteur ferme, il y a de la répétition. Inévitablement, il y a de la répétition. Il faut que vous le fassiez souvent. Le grand principe fondamental de la publicité, une publicité non répétée est une publicité perdue. Ça vient de dire ce que je viens de vous dire là. Une publicité, c'est 3 secondes, puis la poubelle. OK? Comment ne pas gaspiller votre argent? Évidemment, si vous donnez des petits pads alignés, ben, ils ne mettront peut-être pas dans la poubelle, ils vont les garder, puis vous avez votre face en haut, puis ils écrivent des notes, un calendrier, peut-être qu'ils vont le garder. Un aimant sur le réfrigérateur, ils vont peut-être le garder. Ça dépend de ce que vous donnez, là, tu sais. Mais il existe plusieurs façons de vous commercialiser. Vous devriez connaître l'ensemble des véhicules disponibles. Votre publicité doit être rentable. Vous devez continuellement évaluer le retour sur votre investissement et vous devriez savoir d'où viennent les appels. Hein? Ça, c'est important. Réseau de distribution pour les documents imprimés, il y a 2 réseaux, Publisac, je ne sais pas si ça existe encore, ça là. Publisac, puis Post Canada. Ben, évidemment, je ne sais pas si vous êtes des amateurs de Publisac, là, mais c'est un gros sac de plastique, dans le fond. Tu es noyé là-dedans, tu es perdu, ça coûte moins cher, mais avant qu'on te retrouve, ça peut pas. Alors que par la poste. Sur le recyclage au complet, oui. Alors que par la poste, en bout de ligne, on va voir. Tu sais, tu es là, le bac de recyclage est là, ta poste. OK, ça, non. Au moins, il l'a vu. 3 secondes, c'est tout. Ça vient de s'éteindre. C'est ça. Sutton Canada négocie des tarifs corporatifs avec Post Canada. Vous les avez dans l'intranet de Sutton. Respect des règlements de l'ACAIC ou de l'OACQ et des normes graphiques de Sutton, bien important. Si vous faites imprimer des choses, vous devez être en respect avec ça. Comment se bâtir, bien fondé de se bâtir une image? Bien, en bout de ligne, c'est ça. En bout de ligne, c'est ça, le branding qu'on appelle. C'est, à un moment donné, si vous êtes capable d'avoir assez de sous puis vous bâtir une image au point que vous êtes devenu une notoriété dans le secteur, puis vous développez des réflexes quand on dit on veut déménager dans les Laurentides, bien, c'est telle personne ou c'est telle équipe ou des choses comme ça. Ne lésinez pas sur la qualité de votre publicité, c'est votre image. Soyez original et démarquez-vous. Différence entre la publicité et le marketing. Hein? Le marketing, c'est toute la stratégie que vous avez au complet, alors que la publicité, c'est les actions que vous allez prendre pour rejoindre les objectifs de marketing que vous êtes donnés. Politique de groupe Sutton Laurentides Select et groupe Sutton Select du patrimoine, défense de publiciser les taux de commission. On ne permet pas ça chez nous. C'est tout ce que j'ai à vous dire au niveau marketing immobilier. On s'en va à l'arpentage. Vous pouvez nous répéter juste votre dernière chose sur la politique de Sutton, le taux, s'il vous plaît? On ne veut pas qu'un courtier fasse de la publicité sur les taux de commission. Sylvain Lebrun, votre nouveau courtier 3% à Wentworth North. 8%. Je pourrais, oui. Hein? À 8, je suis à droite. 8 et plus, c'est bon. OK. Donc, 2 fois 12 autres. Minimum 8%. Arpentage. Quelle section? Hein? Au début. Au début, tu as un index qui donne. Je sais pas. T'es pas sûr, toi? Ah non. T'es pas sûr, toi. C'est parce qu'après ça, sont numérotés. 5. Parce que t'es tellement en retard. Je ne l'ai pas, et OK. voilà. Moi, je ne dépense. Merci. Certificat de localisation, on va prendre. Ça va aller assez vite parce que ça, honnêtement, c'est des notions que vous connaissez probablement assez bien.
Une des difficultés auxquelles vous êtes confrontés, c'est vous assumez qu'un propriétaire vendeur, vous lui demandez s'il y a un certificat de localisation. Il vous regarde puis il ne sait pas du tout de quoi vous parlez. Quelle sorte de questions vous pouvez poser pour savoir s'il y a un certificat de localisation? S'il y a son acte de vente, peut-être. S'il y a son acte de vente? Il y a les documents. Ouais, je n'ai même pas besoin de demander s'il y a son acte de vente. Hein, bon sang, là. Registre foncier, là, on va faire ça demain. Là. Mais registre foncier, je peux aller sur le registre foncier puis lire son acte de vente assez facilement. Parce que avez-vous votre acte de vente qui est probablement avec? C'est parce que Dans le même souvent, il y a enveloppe. certificat de localisation. Dans le même enveloppe. Bon point. Présumons qu'il ne l'est pas. Non, écoutez, madame, si on est ici, là, c'est que ma femme m'a sacré dehors il y a 3 ans. Moi, je suis parti avec 2 sacs de poubelle bruns, là, et j'ai aucun espèce de papier ou quoi que ce soit. Oui, je suis propriétaire de la maison ici, j'ai acheté ça, là, mais demandez-moi pas ce qui se passe, quoi que ce soit, ou c'est l'ancienne maison de mon ex, ou je sais pas quoi. Fait que, certificat de localisation, non, je n'ai jamais loué la maison, là. Fait que je n'ai pas de certificat de localisation. Parce que vous avez 2 extrêmes, hein. Vous avez la personne qui dit, hey, c'est vous l'expert ou l'experte, là, demandez-moi votre papier, là. Moi, là, si vous êtes assis ici, c'est parce que moi, je connais rien là-dedans, là. Où est-ce que je signe, puis faites la job, c'est tout, OK? Ou vous avez l'autre qui vous attend. Il y a tout l'historique depuis Jacques Cartier, là, de toutes les transactions immobilières de la propriété. Il les a toutes, il y a tout ça, c'est beau, c'est tout dans un... Puis là, il pense que ça vaut une fortune. Tu arrives avec son acte de vente imprimé du registre foncier. Tu as pris ça? Tu fais que ça? C'est confidentiel, ça? Tu sais? Faut faire attention parce que il y en a qui vont être insultés de voir que vous savez combien ils ont payé pour la propriété. Ils pensent que c'est de nature confidentielle puis que personne ne sait ça. C'est dans le public. Mais comment savoir s'il y a un certificat de localisation? Demandez-lui s'il fait un paiement d'hypothèque. S'il fait un paiement d'hypothèque, en principe, ça veut dire qu'il y a une hypothèque sur la propriété. Il n'y a pas un banquier qui va prêter sans avoir l'assurance d'un certificat de localisation. OK? Fait que si vous voulez savoir s'il y a un certificat de localisation et il ne le sait pas, de toute façon, vous n'avez pas besoin de demander la permission. Allez sur le registre foncier, vous allez le voir rapidement. S'il y a une hypothèque, il existe un certificat de localisation. Tu sais, quand les reprises de banque, ils donnent le contrat de courtage à quelqu'un, puis ils disent, nous autres, on n'a aucun papier. On n'a rien. Ben, c'est pas vrai que tu n'as rien. C'est une reprise de banque, ça veut dire qu'il y a eu une hypothèque là-dessus, c'est comme ça que tu en es devenu propriétaire. Mais des fois, c'est un cabinet d'avocats qui est mandaté par la Banque Royale ou quelque chose comme ça pour vendre la propriété. Eux autres, ils ne se cassent pas le bessic trop, là. Hein? Fait qu'ils disent... Mais moi, ce que ça me dit, c'est que si c'est une reprise de banque, il existe un certificat de localisation et c'est là que moi je vais au détective pour le trouver. OK? Parce qu'il existe. Hein? Mais vous allez être très contrarié de voir des courtiers, inscripteurs, qui disent, je n'ai pas de papier, moi, c'est une reprise de banque. Je n'ai pas de papier. Puis là, tu veux bien conseiller ton acheteur là-dedans. Tu vas essayer de mettre la main sur ces documents. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Vous pouvez essayer de les trouver. Ou vous pouvez exiger que le vendeur vous les fournisse. Comment on fait ça? Hein? Connaissez-vous la clause B2.5? La clause B2.5, c'est l'examen de documents de copropriété. OK? Là, elle a été modifiée, cette clause-là. Dans la nouvelle promesse d'achat, c'est examen de documents. On a enlevé de copropriété. Et c'est la même clause que la B2.5, sauf qu'on lui a donné une portée plus large. Et ça dit que la présente promesse d'achat est conditionnée à ce que l'acheteur puisse examiner les documents suivants et s'en déclarer satisfait dans un délai de temps. De 2 jours pour les recevoir, puis tant de jours pour les examiner par après. À défaut de quoi, il débarque. Et là, tu énumères les papiers, les documents. Fait que tu peux forcer le vendeur, dans une situation comme ça, à te remettre le certificat de localisation, en présumant qu'il accepte ta clause. Un bureau d'avocat pourrait dire, on fait une contre-offre, puis on ne fournit pas de documents, puis ça vient de s'éteindre. Ah ben là, je vais être obligé de me débrouiller autrement pour trouver le document. J'ai entendu, c'est vrai que les banques, quand c'est une reprise bancaire, là, les banques vont jusqu'à imposer leur propre contrat. Promesse d'achat, tu veux dire? Ouais, Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, ils ont un annexe spécial qui se rattache à une promesse d'achat de l'OACIQ à ce moment-là. Okay. Et l'annexe est vendu sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur. Des fois, c'est pas de même, là. C'est un jargon légal, d'avocat, là. Ben, pas trop, là. Je veux dire, j'ai pas vu des affaires épais de même, là, mais j'ai vu un annexe qui avait peut-être 1 ou 2 pages que tu prends le temps d'examiner. Souvent, là, c'est juste parce que c'est une question de principe. Nous autres, on ne signe pas ça des documents comme ça. Nous autres, on n'est pas les pieds puis tout ça. Tu sais. Tu prends le document, tu l'examines, c'est quasiment mot pour mot
le document de promesse d'achat qu'on a. Mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on le doit? Oui, on le doit, parce que c'est une compagnie, donc c'est pas un particulier. Puis la compagnie peut finalement dicter ce qu'ils veulent utiliser à ce moment-là comme formulaire. Vous n'êtes pas dans l'illégalité de l'utiliser à ce moment-là. Puis toi, comme acheteur, à travers ton courtier, peux-tu faire rajouter la clause B2.5, examen de documents, peut-être pas Tu peux revenir en contre-proposition puis le demander, ou tu peux le mettre dans ta promesse d'achat à ce moment-là. Même si c'est le document eux autres. Oui, mais tu sais, là, tu pourrais. Peut-être que l'avocat qui est arrogant au 18e étage de la place du Malou va dire hey, Qui, toi? ouais, regarde, calme-nous pas, là, il y a du monde en ligne d'acheter la propriété. Là, toi, tu me fais sauter ça, ou bien on passe un autre appel, ça vient de s'éteindre. Tu sais, puis là, tu as un acheteur qui a vu, c'était une cabane, t'es en train de une poubelle, elle est en train de tomber à terre, mais il a vu pareil, puis échappe-moi la peau, quoi que ce soit. Fait que je dis, bon, laisse-moi travailler autrement, on va essayer de te trouver ton certificat de localisation autrement, on va essayer de voir finalement qui l'aurait fait, tu vas faire l'examen des titres de propriété. Parce que dans le titre de propriété, il n'est pas nécessairement rattaché avec. Vous savez, le seul document, un des seuls documents qui est privé, c'est le certificat de localisation. Et c'est un document qui est bien important. Il est aussi important que le titre de propriété. Il vous dit beaucoup de choses. Fait que la difficulté que vous avez quand vous voulez partir sur une bonne base, c'est d'obtenir des documents importants. Les documents importants, c'est quoi? C'est le titre de propriété avec les servitudes puis tout ça. Ça, je suis capable d'avoir sur le registre foncier, il n'y a pas de problème. Les actes d'hypothèque, je peux les avoir, il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de demander la permission à personne. Moi, si demain matin, je vais voir si Michel Richard a une hypothèque sur sa maison, donnez-moi 3 minutes pour vous le trouver. OK? 3 minutes. Je vais sur le registre de la municipalité, je vais sur le site de la municipalité, je trouve, il n'est pas classé par nom, mais je trouve son adresse. Aussitôt que je passe devant, je prends l'adresse, puis là, j'ai tout son cadastre, je vais dans le registre foncier, je sors tout ça, j'ai tout ça. La seule chose que je n'ai pas, c'est le certificat de localisation. Sauf que dans le titre de propriété, il y a une ligne dans l'acte de vente qui dit le vendeur déclare que le certificat de localisation produit par Louis-Paul Baudry, telle date, tel numéro de minute, décrit telle date, décrit l'état actuel de l'immeuble ou est conforme, quoi que ce soit. Ah, bon, là, si j'ai des bonnes relations avec Monica de chez Louis-Paul Baudry, allô Monica, c'est François Léger, écoute, j'ai besoin de ton aide, tel numéro de minute, telle date, peux-tu juste me le faxer? J'ai pas besoin d'une copie authentique avec le sceau et la signature, je veux juste avoir ça, par exemple. Puis évidemment, il faut que j'y fasse des retours d'ascenseur de temps en temps. Là. Monica, envoie-y donc une coupe de certificat de localisation à ce moment-là. Mais ça, c'est magique. Ça veut dire que si j'ai cette relation-là, à l'espace de 5 minutes, j'ai tout mon dossier au complet. Puis je peux représenter l'acheteur à ce moment-là. L'acheteur lui dit, on est-tu en terrain solide ou pas? C'est ça. Mais c'est ça la compétence d'un bon courtier d'immeuble. C'est qu'il se démène, puis il trouve les formulaires, il trouve les papiers, puis il t'examine ça, puis il va chercher ça, puis il fouille ça, et ces choses-là. Donc, le certificat de localisation, c'est un document absolument essentiel. Et il n'est pas public. Donc, vous ne l'avez pas sur un site web ou quoi que ce soit. Et il faut l'obtenir. Évidemment, je vous ai parlé de. J'ai mis de l'emphase la semaine passée sur l'importance de ne pas commencer la mise en marché sans avoir un certificat de localisation qui décrit l'état actuel de l'immeuble. Ça me ramène encore au principe que quand tu sais que ton contrat de courtage, ce serait peut-être bon conseil là, de ne pas le mettre sur MLS tout de suite. Pas mettre de pancarte tout de suite. Puis expliquer au client, on fait du home staging, tu me sors ton certificat de localisation, on fait une inspection pré-vente, on corrige telle affaire, on peinture ça, on fait ci, on fait ça, on prend des belles photos, on attend que ton jardin soit tout fleuri, on attend que ta peinture est séchée dans telle pièce. Et là, quand on le sort, on fait « wow », parce qu'on a juste une chance de faire une première bonne impression, on n'en a pas deux. OK? Puis on le met au bon prix. Hein? C'est ça. Ça, c'est bon conseil. Ça, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de courtiers qui font ça. Il n'y a pas beaucoup de courtiers qui prennent le temps de s'asseoir avec le client et dire, on a tout un défi. Tu veux maximiser ton prix de vente, là, avant de le sortir sur la place publique, là, on va le mettre à son plus beau. Là. On va attendre. Il y a même des courtiers qui disent, cancel le photographe, il ne fait pas beau aujourd'hui. OK? C'est ça, ça veut dire ça. OK? Mettre tous les chances de votre côté. Ça, là, ça a l'air logique, là, mais les courtiers ne font pas ça. Ah ouais, c'était des usines. Signe-moi ça, 5 jours, rentre-moi ça, mets les plus belles photos qu'on a, puis merci, bonjour, on passe à un autre appel. C'est ça. Et, donc, certificat de localisation. Évidemment, quand vous mettez la main dessus, vous avez une décision. Vous avez à émettre une. Parce que vous savez que la clause dans la promesse d'achat dit que le vendeur s'engage à fournir un certificat de localisation qui décrit l'état actuel de l'immeuble. On vous en a parlé de ça? Vous savez tout ce que ça veut dire, l'état actuel, physique et juridique, ça va? As-tu agrandi ta maison? As-tu fait des changements? Tout ça? La désignation légale, as-tu changé? As-tu donné des servitudes qui n'existaient pas ou quoi que ce soit?
c'est délicat parce qu'à un moment donné, c'est vous qui vous prononcez. Moi, je n'irai pas aussi loin que me prononcer. Écoutez, M. le vendeur, à la lumière de ce que vous me dites, ce que j'ai en main, remplit l'affaire. D'après ce que vous me dites, ça décrit l'état actuel de l'immeuble. Sous toute réserve, là, parce que je ne veux pas me prononcer à 100%. Fait qu'on va partir avec ça, je n'ai pas besoin d'un nouveau. Évidemment, si je constate qu'il y a besoin d'un nouveau, produis-le tout de suite. Dépense 800$, puis envoie. Tu veux-tu déménager? Tu veux-tu maximiser ton prix de vente? Tu veux-tu que je fasse une mise en marché? En connaissant exactement ta propriété, c'est important, ça, à ce niveau-là. Pose de repères, de piquets, de bornes, surtout dans le cas d'un terrain vacant. Premièrement, quand vous appelez l'arpenteur pour produire un certificat de localisation, il ne pose pas de repères. Hein, il n'y a pas de borne. Et souvent, c'est ça le réflexe. L'acheteur dit, ou le vendeur, il dit, écoute, je viens de donner 800$, me promène sur le terrain, je ne vois pas où il finit. Comment ça fait? Il n'a pas fait sa job au complet. C'est pas inclus, ça. C'est pas inclus. C'est une autre opération. Évidemment, si vous le faites en même temps, il y a des chances que ça vous coûte moins cher, mais ça vous coûte un montant additionnel pour le faire. Okay? Parce que c'est une décision de l'arpenteur qui il est ici. Il est ici, puis c'est ça. Puis ça, c'est un engagement de responsabilité. Ce que je vous dis, pose de repères, de piquets ou de bornes, surtout dans le cas d'un terrain vacant, ça, très, très, très important, surtout si tu travailles en campagne. À Wentworth Nord, hein, pas. Hein? Pourquoi j'écris ça? C'est quoi le problème, d'après vous? Ben, il y en a plusieurs. Là. Moi, je peux vous conter juste une anecdote. J'ai acheté un terrain de 85 heures, puis en bout de ligne, il y en avait 75. Je m'en suis aperçu quand j'en ai refouillé la moitié à mon vendeur, je vends comme 45 heures. Là, il fait faire en tout cas un autre. C'est ça. Là. Puis mon 45 heures était devenu 38. Moi, j'avais fait un prix à l'arc, mais c'est ça. Fait que, bye bye 20 000$. Là, tu sais. Encore le terrain, t'achètes quoi le terrain que t'as? Entre autres, ça. Puis la difficulté, c'est surtout celle-là. C'est que, regardez bien, les clients vendeurs vous appellent, disent écoutez, je veux vendre mon terrain, ça fait 25 ans, il m'a tiré plus dessus, ma vie a changé, je déménage en Californie, puis merci, bonjour. Là, vous arrivez sur une rue, là, où il y a juste la forêt. Il dit, écoute, il commence à la grosse roche ici, puis il finit aux gros épinettes, là. Fait qu'écoute, mets ta pancarte en plein milieu ici. Regarde le plan, je l'ai, là, j'ai un plan. Il y a 200 par 200. Fait que, regarde, tu as 200, là, si tu marches de l'épinette à la grosse roche, on va donner 200. Puis, va-t'en en ligne droite, tu seras en arrière, 200, c'est ça. Lance ta pancarte, puis c'est ça. Puis c'est ça qui se passe. On rentre sur le MLS, on met le cadastre 22, 32, 46, je sais pas quoi, puis tout ça, puis on représente que c'est ça. Ça, là, il y a bien des cas. Là. Pas un, il y a plusieurs cas au Fonds d'assurance en responsabilité professionnelle de la CAIC. Qu'est-ce qui se passe? Là, le téléphone sonne. La plupart du temps, les terrains, on les fait pas visiter. L'acheteur se présente là, il est allé là. Il m'a appelé, il dit, mesure combien? Ou j'ai même mis un écriteau par-dessus ma pancarte. 200 par 200, 40 000 pieds carrés. Fait que lui, il se promène, il regarde, il dit, écoutez, la pancarte, tu vas dans le milieu, ouais, on l'a marché jusqu'en arrière, à peu près, là. C'est hot, ça, ce terrain-là, m'intéresse. Combien vous demandez? 15 000 ou 20 000 25 000 pas de problème, c'est beau. On s'en va au bureau, on fait un offre d'achat. Yes. Fait une promesse d'achat. On a en bonne désignation légale. On a les bonnes dimensions, les bonnes superficies, pas de problème là. Et là, on passe chez le notaire, il donne le 20 000 au vendeur, 30 000 ou 50 000 au vendeur, le vendeur paye tout. Là, il rentre la chainsaw et commence à couper des arbres. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit vous êtes en train de couper des arbres sur mon terrain. Comment ça, c'est votre terrain? J'ai acheté le terrain. Bien, vous n'avez pas acheté mon terrain. Là. Ça, c'est mon terrain. Non, la pancarte est là. Je ne sais pas de quelle pancarte vous parlez, là. Mais ça, c'est mon terrain. Et puis là, évidemment, qui tranche ça? L'arpenteur géomètre arrive, pose des repères et confirme qu'effectivement, il n'a pas acheté le bon terrain. Il a acheté un beau terrain qui a un bel accès et tout ça. Alors que celui qui a réellement acheté, il a une phase de singe, il est impraticable, il n'est pas accessible. Un des cas qui a coûté au-delà de 100 000 $ au fonds d'assurance en responsabilité de la CAIC, c'est le cas suivant. On s'en va, je pense, au lac Nomineng. Au lac Nomineng, c'est un Français qui a un terrain, et lui, il s'en va, il quitte le Québec, il s'en va en France en permanence, puis il veut vendre son terrain. Et là, il appelle un courtier de Montréal. Puis c'est exactement comme ça. Regarde mon terrain, regarde la belle plage en sable, regarde le soleil couchant, regarde l'orientation, regarde ça, si c'est beau, tout ça. Regarde, mets ta pancarte ici, vends-moi ça. Il prend une pancarte. Finalement, ils vendent ça 130 000 $. 130 000 $, notarié, tout. L'argent s'en va au vendeur, le vendeur s'en va en Europe.
Oublie ça. Et puis là, finalement, l'acheteur achète, puis il commence à faire de l'aménagement là-dessus, puis il se fait dire, t'es pas chez vous. Ben non, t'es pas chez vous. Là, il fait arpenter, puis finalement, il y a le terrain voisin. Mais le terrain voisin, c'est pentu comme ça, inaccessible, avec un marécage en avant. OK? Alors, on fait évaluer. On fait évaluer le terrain. Essentiellement, l'acheteur a acheté quelque chose, il a déboursé 130 000 basé sur des représentations qui ont été faites par un courtier. Alors que ce qu'il a acheté réellement a une valeur de 30 000 Donc là, il a poursuivi. Puis, de gré à gré, on négocié, puis l'OACQ a fait un chèque de 100 000 Mais il n'y avait pas à la base le plan qui déterminait le terrain? Le plan correct. Mais où il commence, puis où il finit. C'est ça. C'est ça. Il a bel et bien acheté de la bonne grandeur, sauf que... c'est ça. Moi, j'ai un de mes courtiers, il a même trouvé le piquet. Un de mes courtiers a trouvé le piquet. Il était solide, il a trouvé ce piquet. Il y avait le plan, tout ça. Mais c'était pas un bon piquet. C'est le piquet du terrain voisin. Son terrain, lui, il a des piquets. Ils ont tous la même grandeur, ils ont tous la même grandeur. Ah, OK. Fait que là, ce que vous faites, monsieur le vendeur, je comprends, là, je fais 25 ans, puis grosse épinette, par grosseur, puis moi, je ne marche pas de même. OK? Là, vous allez appeler l'arpenteur va venir, il va certifier que le lot, tel numéro, il commence ici, puis je veux les 4 bornes, puis je veux qu'on les marche ensemble, là, moi, être solide. Mais sinon, oubliez ça, moi, je ne fais pas de mise en marché de ça. OK? Souvenez-vous de ça, parce que ça, c'était un classique. Hein? Puis moi, pire que ça, là, moi, personnellement, quand j'ai commencé en courtage immobilier, j'ai 2 terrains, c'est à rue Morin, à Saint-Adèle. J'en ai un du côté gauche, l'autre du côté droit. Je mets ma pancarte, puis je mets les dimensions, puis je mets le terrain, puis ces choses-là. Et à un moment donné, un constructeur qui m'appelle, il dit « Hey, t'as un beau terrain, ouais, c'est pas mal hot, ce terrain-là. » Il dit « Moi, je m'intéresse ce terrain-là. » Je dis « Vous marchez? » Il dit « Ouais, je suis dessus, là, puis c'est beau, puis je m'intéresse. » Parfait. Il revient au bureau. Le constructeur, il sait de quoi il parle. Il fait une promesse d'achat. OK? Et finalement, il fait une promesse d'achat, on fait accepter ça, puis on s'en compte chez le notaire pour le notarier de terrain. Il est assis avec le vendeur, il a signé tout au complet. Puis il dit, savez-vous pourquoi je l'aime le terrain? Il dit, honnêtement, il dit, c'est le soleil couchant. Il dit, soleil couchant, il arrive sur le terrain, quoi que ce soit. C'était pas ça pantoute. Il avait acheté le terrain de l'autre bord de la rue avec l'autre pancarte. OK. Ouais. Littéralement. Littéralement. OK. Et j'ai été chanceux parce que c'était un gars qui n'était pas compliqué. Bon, lui, c'est pas grave. Lui, du moi l'acheter, puis moi puis c'est ça. C'est couchant. Hein? Oh! Évidemment, est-ce que j'étais responsable? Je ne sais pas. Mais, tu sais, en tout cas, il y a un vendeur qui n'était pas content. Il l'aurait jamais su. Mais il y a un vendeur qui allait pu vendre de bon terrain si on l'avait bien identifié ou quoi que ce soit. Puis il y a un vendeur qui était content, il a vendu un terrain que l'acheteur ne voulait pas acheter. Hein? Des fois, c'est ça, on a une description technique de l'arpenteur, c'est solide, on a le papier, c'est beau, Tout là. à fait. Mais c'est la vraie vie qui ne matche pas parce que la description technique, ils font à partir de leur bureau, ils ne vont pas la faire sur place. C'est ça. Il faut se méfier de ce monde-là. Ah ouais. Ah ouais. Mais si, mettons, on n'a pas de plan de l'arpenteur, puis on a un certificat de piquetage, ça revient à la même affaire. Mais des piquets, là, ça me confirme-tu que ces piquets-là, c'est les bons piquets pour mon terrain? Peut-être qu'il y a des piquets, il y a 42 piquets sur la rue de 1 km de long. Lesquels qui sont les bons, lesquels qui sont... C'est ça. Comprends-tu? Moi, dans le cas du mien, il a fait piqueter, mais le terrain il est long, fait que, il a fait juste un côté du terrain. Oui. Mais si l'arpenteur te dit, toi, c'est un lot, hein, c'est un lot complet que tu as, là. Fait que, évidemment, c'est très long, très profond, puis tout ça. Mais si l'arpenteur vient, puis il te certifie, garde, ça, là, cette ligne-là ici qui est ouverte, là, c'est celle-là sur ton plan. OK? Parfait. Bon, là, on part de là. Là, je peux peut-être mesurer qu'une corde ou quoi que ce soit. Il existe des appareils dans le temps. Aujourd'hui, il y a des appareils électroniques. Mais dans le temps, il y avait un fil biodégradable, là, tu parlais, puis il se déroulait, puis tu voyais tes distances. Puis tu marchais avec ta boussole. Puis là, tu t'enlignais, là, évidemment, une roche, un arbre, mais tu t'en allais comme ça. Puis en principe, on est rendu à 900 pieds. On devrait trouver l'autre ancien repère, là, cette borne de rang ou quoi que ce soit. Il faut fouiller un peu. Ah, on l'a pas, on l'a trouvé. Puis, mais les vrais spécialistes, c'est ça qu'ils faisaient. OK? Puis acheter un terrain, une grande terre de la rue, là, oublie ça. J'ai vu des cas où de la rue, c'était impraticable, c'est pas beau. Tu fais 150 pieds dans le bois, puis là, subitement, tu as une espèce de belle terre incroyable. Mais le vendeur ne l'avait jamais marché, il ne l'avait jamais vu, puis le courtier n'avait pas marché non plus. C'est ça.
Nouveau cadastre du Québec, rénovation cadastrale, ben, on s'en vient de plus en plus là-dessus. Ça, c'est très facile de faire des recherches. Demain, on va aller sur le registre foncier. Évidemment, faire des recherches sur un lot rénové, c'est beaucoup plus facile que de faire des recherches sur une partie de l'eau non rénovée à ce moment-là. Sachez que si vous avez un certificat de localisation qui est produit avec l'ancienne désignation cadastrale, puis depuis ce temps-là, la rénovation a passé et la désignation légale du terrain a changé, ce certificat de localisation-là ne décrit plus l'état actuel de l'immeuble. Donc, nécessité pour le vendeur d'en faire un nouveau. Frais et honoraires, frais ou honoraires, ben, certificat de localisation, je pense. Comment ça coûte un certificat de localisation? 7 800. Je pense que oui, ça tourne autour de ça. Délai de production, il faut compter peut-être un 30 jours, à moins qu'il ne soit pas bien occupé ou quoi que ce soit. Ça, je vous dis, quand tu le commandes, ton certificat de localisation, avant que tu le reçoives, si tu es en période de pointe, ça peut prendre un délai assez long. L'existence du vieux certificat de localisation, comment savoir s'il y en existe un? M'en dit s'il y a une hypothèque, entre autres, et comment le retrouver. Ben, on en a parlé. Certificat de localisation versus la vente d'un terrain vacant. En principe, quand tu vends un terrain vacant, tu biffes la clause certificat de localisation dans la promesse d'achat. OK? La clause, le vendeur s'engage à fournir un certificat de localisation. Tu t'en tiens strictement à un plan d'arpentage. Et si c'est un lot rénové, sur le registre foncier, ce que tu as comme plan, tu l'imprimes, puis c'est ça. C'est un plan d'arpentage. C'est fait à ce niveau-là. OK? Il n'y a pas de repère automatique à ce moment-là. Si tu veux des repères, des bornes, bien, il faut que tu le mentionnes parce que je ne te fournis pas un plan avec des repères. Il faudrait que l'acheteur le mentionne à ce moment-là. Notion de bornage. Quand il y a une divergence, évidemment, ce que vous ne voulez pas, c'est que l'arpenteur géomètre vous sorte un certificat de localisation, puis il dit telle ligne est floue, puis je ne suis pas capable de la délimiter et de la positionner. Ça veut dire que ça va prendre un bornage. Un bornage, c'est. On vous en a parlé? C'est un peu l'enfant. C'est quand, finalement, ça nécessite que soit que les deux voisins s'entendent d'un commun accord, vous dites la ligne est là. Là, on fait un procès verbal de bornage, puis là, les deux s'entendent, pose ton piquet ici, et ça coule dans le ciment, la limite de la propriété. C'est la façon que les sages utilisent ça. Quand tu as une guéguerre pour 6 pouces, puis non, c'est chez nous, t'es pas chez nous, t'es chez nous, puis là, ça s'en va en cours avec 2 arpenteurs, puis tout ça. Ça, là, normalement, quand tu sors de là, ça t'a coûté tellement cher en expertise d'avocat, d'arpenteur, tout ça, que tu dis le maudit 6 pouces, il m'a coûté tellement cher, j'aurais dû régler à l'amiable ou quoi que ce soit. L'enfer. L'enfer. À moins que le 6 pouces, ça fasse la différence entre ta place Ville-Marie, là, puis 6 pouces de plus, 6 pouces de moins, tu peux le construire, tu ne peux pas le construire ou quoi que ce soit, là, mais c'est ça. Disponibilité du plan d'appartage sur le registre foncier. Si le lot a été rénové, vous l'avez. OK? Je vais vous le montrer ça demain. Notion de dérogation mineure. Sur le certificat de localisation, l'arpenteur, entre autres, vérifie si l'immeuble respecte la réglementation municipale. Et vous pourriez avoir des éléments de la réglementation municipale qui ne sont pas respectés. Le garage a été construit trop près de la ligne. Il ne respecte pas les marges latérales. La maison est trop en avant, ou trop en arrière, ou trop d'un côté, ou quoi que ce soit. Puis des fois, ça peut être ça de grand. Ça peut être ça de grand, tu sais. Il existe une procédure qui est définie à l'échelle provinciale qui établit que tu peux corriger des situations comme ça à la condition que la municipalité soit d'accord pour autoriser ce qu'on appelle une procédure de dérogation mineure. Et là, c'est publication dans le journal pour sensibiliser les riverains. Et en principe, les riverains pourraient s'opposer à ça. Si tu n'es pas en bon terme avec tes riverains, puis ils s'aperçoivent que tu es en train de demander ça, ils pourraient le bloquer, à la limite. Ça sera au conseil municipal de voir ce qu'il y en est, mais c'est un processus démocratique qui dure à peu près 3 mois, puis qui coûte à peu près 500 000 piastres. Mais c'est une façon de régler le problème, parce que là, tu n'as pas respecté, tu t'es mal aligné, quand tu as poulé le béton, tu as poulé 6 pouces de trop d'un bord, puis ça fait en sorte que tu n'es pas en respect de la réglementation municipale qui est en vigueur à ce moment-là. Examen des sites, ça c'est mm.gouv.qc, c'est quoi donc? C'est ministère, je ne sais pas quoi, ainsi qu'Infolio. Mais ça, éventuellement. Hein? M-A-N. Ressources naturelles. Ah, tu as raison, ministère des Ressources naturelles. Infolio, ça c'est.
les arpenteurs travaillent beaucoup avec Infolo. Ils ont beaucoup d'informations sur une propriété et tu peux prendre un code pour une journée donnée. Ça te coûte 6-7 piastres, puis tu as un code pour la journée. Puis là, tu peux t'amuser autant de fois que tu veux là-dedans, à ce niveau-là. Si vous avez une belle relation avec un arpenteur, il va vous montrer comment ça fonctionne. Obtention de photographie aérienne, ça existe, mais avec Google Earth aujourd'hui, tu es capable de tout voir. Mais dans le temps, quand tu prenais une belle grande terre à vendre, tu avais des photos aériennes, tu délimitais, et là tu disais, regardez la terre que vous achetez, c'est ça. Il ne fallait pas que tu te trompes au niveau de la délimitation, mais c'est ça. Utilisation de police d'assurance titre en remplacement de certificat de localisation. Il y a des délais, il y a des coûts rattachés à la production d'un certificat de localisation. Et prenez à Saint-Sauveur, la bâtisse dont on est propriétaire, le bureau de sortiment à Saint-Sauveur, en face de l'église. La grandeur du terrain, c'est 3000 pieds carrés. C'est un terrain qui est gros comme un thème, puis un bâtiment là, qui occupe. J'ai un paquet de servitudes de vue d'un bord, puis de l'autre, puis des ci, puis des ça. Et ça fait un bout de temps que je n'ai pas mis à jour mon certificat de localisation. On a refinancé notre parc immobilier, donc on a refinancé cette propriété-là. Et là, la Banque de développement du Canada exigeait d'avoir un nouveau certificat de localisation. Ça va me coûter 2000 $ probablement. Ça va prendre probablement 2 mois pour faire ça. Puis ils vont peut-être découvrir des choses que je ne savais pas qu'ils découvrent. Parce qu'on a peut-être fait des ouvertures par après sans nécessairement avoir la permission du voisin, même avec le nouveau code civil, 1,5 mètres. Fait que là, je dis, regarde, c'est pas pour une transaction, c'est pour du financement. Accepteriez-vous qu'on prenne une assurance titre? Ben oui, il n'y a pas de problème. Ça m'a coûté 350 $. Ils ont émis l'assurance titre. Puis c'est au bénéfice du créancier. S'il y a des problèmes, le créancier est protégé. Puis j'ai passé chez notaire le lendemain, au lieu d'être obligé d'attendre 2 mois puis dépenser 1000 $ ou 2000 $ à ce niveau-là. L'assurance titre, de plus en plus, il y a des prêteurs qui l'incluent automatiquement au niveau du refinancement. Ils disent, regarde, il n'y a pas de problème, tu n'auras pas besoin de certificat de localisation. Qui est ça? Qui est là? Il y a Stewart, il y a FCT, First Canadian Title, c'est des assureurs qui, actuellement, c'est des assureurs américains qui ont fait une incursion ici. Eux autres, ils ne corrigent pas le problème. Ils t'indemnisent dans l'éventualité où il y a un pépin, puis il faut que tu corriges la situation. Ils vont soit... Supposons que le garage est dans la ligne, puis donc on n'est pas en litige. Parce que l'assureur ne remarque pas quand il y a des lettres d'avocats qui sont envoyées. Là, c'est un risque qui est trop évident. Mais lui, il évalue son risque, puis il dit, bon, c'est quoi les chances que la municipalité force la démolition du garage? Probablement à peu près nul. On va le couvrir à ce niveau-là. Puis si jamais, pour une raison ou une autre, la municipalité force la démolition, bien, on y donnera ce que ça représente, la perte de valeur de la propriété. Ça, c'est une façon de le faire, ou on y fera un chèque pour qu'ils construisent ailleurs. C'est peut-être une autre façon de le faire. Mais l'assurance titre, au début, les notaires n'aimaient pas l'assurance titre, parce qu'ils voyaient ça comme une menace dans leur champ de compétences. Mais je peux dire, aujourd'hui, l'assurance titre a sauvé un paquet de transactions. Il y a des situations où le certificat de localisation arrive sur le bureau, il est minuit -3, puis il y a des problèmes, puis non-respect de ci, non-respect de ça. L'assureur titre couvre l'acheteur et le prêteur hypothécaire, le nouveau prêteur, puis il dit, regarde, nous autres, on va assumer ce risque-là. Ils ne règlent pas le problème, mais ils disent que c'est dans l'éventualité où il y a nécessité de poser des gestes parce que le problème devient actif, si vous voulez, là, il indemnise à ce moment-là. Et ça a sauvé un paquet de transactions. Parce que une dérogation mineure, ça prend 3 mois. Il faut qu'il y ait un processus qui est lourd et compliqué. Là, on est rendu chez le notaire, puis le camion de déménagement est là, puis ben, on vient de découvrir un problème qu'on n'avait pas, dont on ignorait l'existence. Ça va prendre 3 mois de le corriger. Il ne marche pas. L'assurance titre est une bénédiction à ce moment-là. Examen des nouveaux logiciels Google Earth. En lot rénové, impossibilité de notarier une transaction en partie de l'eau. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Oui? Hein? Vous ne pouvez pas subdiviser une partie de l'eau rénovée. Vous ne pouvez pas vendre la partie du lot 2 142 532. Le registrateur, au Bureau de la publicité et des droits, ne permet pas d'enregistrer des parties de l'eau rénovées. Fait que vous devez recadastrer le bout de terrain que vous voulez vendre. Et il y a des frais, il y a des délais. Les délais sont
probablement 60 jours. Je ne connais pas par cœur, là, mais 60 à 90 jours. Fait que ça retarde votre transaction à ce moment-là. Fait que quand un vendeur vous dit, regarde, j'ai ce grand terrain-là qui est en lot rénové, puis je veux vendre cette partie-là, dites-lui de faire l'exercice. S'il est décidé, dites-lui de faire l'exercice immédiatement pour qu'on puisse finalement réduire les délais. On aura une promesse d'achat sur une partie de l'eau, mais on sait que dans 30 jours, parce qu'on savait déjà 60 jours qui a enclenché, on va avoir le nouveau numéro de l'eau, on va pouvoir notarier à ce moment-là. Mais vous êtes incapable de notarier une partie de l'eau comme telle. Attention, lors de la rénovation cadastrale, attention à la période d'interdiction de gel, ben, c'est 15 jours. Hein? Pendant 15 jours, il n'y a pas de transactions immobilières qui vont se faire là-dessus. Il y a pas de... Les notaires sont habituellement au courant et ils savent d'avance. Et la difficulté que vous avez, c'est que vous avez fait faire un certificat de légalisation à votre vendeur alors qu'il était le lot 43-8 du rang 4 du canton de Doncaster. Puis là arrive la rénovation cadastrale. 2 semaines plus tard, il sort de là, c'est plus le lot 43-8 du rang 4 canton de Doncaster, c'est 4 692 532. Son certificat de légalisation qu'il a payé la semaine passée, il n'est plus bon à ce moment-là. Mais normalement, l'arpenteur va dire, écoutez, on devrait peut-être attendre. Quand est-ce que vous allez notarier? Si vous notariez la veille du gel, ben ça nous prend ça. Mais si vous notariez après, attendez donc, on va faire le gel, vous allez connaître votre nouvelle identité, vous la connaissez déjà de toute façon. Il y a un projet, puis on va notarier après à ce moment-là. Important, une toute nouvelle problématique, les zones humides, je vous en ai parlé. On termine avec l'évaluation. Et mon intention, c'est pas de vous donner le cours d'évaluation que vous avez suivi à l'école. Fait qu'on va aller assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de notions que vous connaissez déjà. Section 12. Évaluation. Évaluation. Collaboration et communication avec l'évaluateur. Transparence et juste document à remettre. L'évaluateur n'est pas un ennemi. Hein? Il est un élément important avec lequel vous devez composer. Lui, il doit confirmer au banquier que la valeur de la propriété est légitime. OK? Et aidez-le donc à faire ça. OK? Aidez-le, alimentez-le. Surtout si vous sentez que vous avez vendu, là, on a bien vendu. Ça se peut que lui, dans sa banque de données, il manque des comparables qui puissent lui permettre d'être capable d'arriver à justifier la valeur marchande de la propriété. Aidez-le à essayer de prouver ça. Jean, as-tu une question? Oui. L'évaluateur, il a accès à des comparables? Qu'est-ce qui a été vendu sur le marché? La plupart du temps, il a accès à Matrix. Okay. Donc, il voit des belles photos, il voit des comparables, il voit tout ça. Okay. Il a accès à l'équivalent de JLR. JLR, bien, pas l'équivalent, il a accès à JLR, on va le voir demain. JLR, c'est l'ensemble des transactions, au complet. Et JLR a la possibilité de faire des recherches en fonction d'un périmètre ou d'un rayon de la propriété sujette. Ça fait qu'il peut très bien dire, moi, je veux être à 1,5 km, tout ce qui s'est vendu, qui peut être assez comparable à cette propriété-là, dans telle gamme de prix, tel prix, dans les 6 derniers mois, sors-moi les. Et là, il ressort tout. Et là, il sort toutes les transactions notariées. Et de là, l'arpenteur regarde, l'évaluateur regarde, puis il dit, OK, je l'ai sur Matrix, je l'ai sur Matrix. Oh, j'en ai une ici. Ça, c'est pas sur Matrix, c'est une particulière particulier. Ça peut être incomparable. On peut savoir ça, cette information? Absolument. On va vous le montrer. Ah ouais? Ouais. Faut payer. Faut payer. Mais vous allez voir que... JLR? Oui, jlr.ca. www.jlr.ca. Ce que je disais, c'est travailler en complicité ou quoi que ce soit. Et l'autre chose, c'est... moi, évidemment, aujourd'hui, avec les prêts assurés, ils ont un système informatisé qui fait en sorte que l'évaluateur vient pas à la maison. Il paye 5 pitons, puis si la propriété rentre dans les paramètres, là, il octroie le prêt. En autant que toute la question de la capacité
la capacité de rembourser, la capacité d'emprunter de emprunteur est réglée. Et ça, c'est pas l'assureur hypothécaire qui fait ça. L'assureur hypothécaire, lui, il présume que la banque a confessé l'acheteur-emprunteur, qu'il est capable de payer, qu'il est capable de rencontrer les obligations, mais elle confirme que la valeur de la propriété est là. Et ils ont des logiciels qui permettent de s'assurer que ça va. Elle passe le test, celle-là, pas de problème. Si le système, entre autres à la SCHL, ça s'appelle Émilie, si le système SCHL, Émilie rejette, là, il y a un être humain qui va commencer à regarder, dire, on est capable de la justifier ou quoi que ce soit. Mais ça va déjà mal à ce moment-là. Mais c'est fini le temps où l'arpenteur, l'évaluateur t'appelait et il dit, je m'en viens voir la propriété. Aujourd'hui, tu obtiens une lettre d'engagement bancaire finale avec promesse d'assurer, sans qu'il y ait un évaluateur qui soit venu voir la propriété. À moins que tu sois sur un financement conventionnel où il n'y a pas d'assureur, en bas de 80%. Il n'y a pas d'assureur hypothécaire. Donc, Genworth ou SCHL n'est pas là. Et là, le prêteur hypothécaire, lui, il veut se protéger. Il veut juste être bien sûr. Fait que normalement, il va peut-être envoyer un évaluateur qui va aller voir la propriété et confirmer que la valeur est bel et bien, même s'il finance à 75%, mais il est prudent, puis il est frileux un peu, puis il veut se faire protéger. Fait que là, oui, tu vas avoir un coup de téléphone d'un évaluateur qui dit bonjour, je vais aller visiter telle propriété ou quoi que ce soit. Collaborer avec cette personne-là. Okay? Aidez-le, rendez son travail facile. Plus vous allez l'aider à obtenir un certificat d'acquisition, donnez-y la fiche descriptive. Puis dites-lui donc combien vous avez vendu la propriété, mais donnez-y là juste. Okay? Dites-lui, regarde, c'est pas compliqué, on l'a vendu 300 000, meublé. Okay? Es-tu capable de sortir ça? Moi, j'ai une promesse d'achat acceptée à 300 000 meublés. Combien vous mettez pour le mobilier? Bon, le mobilier, il vaut 10 000 Fait qu'on part d'une maison déshabillée à 290. Mon client a besoin de 250. Es-tu capable de rentrer là-dedans? Mais donnez-y. Parce que des fois, si vous ne lui dites pas, il va sortir à 295 000 au lieu de 300 000, puis ça va mettre votre transaction en péril à ce moment-là, ou ça va donner un goût amer dans la bouche. C'est pas une science exacte, ça. Hein? L'évaluation, là, tu es capable de monter de 5 000 ou de baisser de 5 000. À partir du moment où tu sais où est-ce que tu vas, là, c'est pas catastrophique. Évidemment, on ne peut pas demander à l'évaluateur d'aller 100 000 de plus s'il ne voit pas la valeur. Mais alimentez-le, donnez-y des comparables, aidez-le à être capable de faire son travail à ce moment-là. Hein? Très important. Si vous collaborez avec cette personne-là, elle va vous aider. Différentes circonstances pour lesquelles l'évaluateur est retenu. Financement hypothécaire, contestation d'évaluation municipale, lors de la négociation d'une promesse d'achat. Ça peut arriver. Hein? À un moment donné, j'ai vu des cas où le vendeur était catégorique à dire non, je n'accepte pas ça. Il n'est pas question. Puis nous autres, on était convaincus que la promesse d'achat qu'il y avait devant lui était excellente. On a dit, écoutez, on va faire une affaire. Faites l'évaluer. Avant de cracher là-dessus, vous êtes en train de manquer le bateau complètement. Avant de cracher là-dessus, là, hein, faites l'évaluer pour vous faire confirmer ce qu'il y en est. À la limite, si la transaction se fait, je vous rembourserai l'évaluation. Choisissez l'évaluateur de votre choix, en autant que c'est quelqu'un de compétent qui a au moins 10 ans dans le Nord. Prenez-le, puis faites l'évaluer. Puis vous allez voir. Hein, puis ça a débloqué certains dossiers. Ultimement, là, quand tu n'as rien à faire, jouez-la cette carte-là. À la limite, on perd quoi? Hein? C'est comme ce que ça me fait penser, c'est que des fois, là, ils sont dans une impasse. Je dirais un monsieur qui a 75-80 ans, toqué, pas capable. Non, c'est pas ce prix-là, quoi que ce soit. Puis il était motivé, il fallait qu'il vende, mais rien à faire. À un moment donné, j'ai dit, regarde, à la limite, j'ai demandé au courtier, le courtier représentait les deux parties. J'ai dit, regarde, t'as rien à perdre, là, t'es en train de perdre ta transaction. Convoque une réunion, amène-les tous dans la salle de conférence au bureau, puis que l'acheteur dise au vendeur qu'il ne montera pas plus haut, puis qu'il est bien payé, quoi que ce soit. Et on a fait ça. Puis l'acheteur a été délicat, mais ferme. Et il a dit, moi, je n'irai pas plus loin que ça. Il a regardé dans les yeux, puis il a dit, regarde, c'est ça. Et puis finalement, ça a été suffisant pour que le vendeur dise, OK, ça va. Des fois, il y a des stratégies qui sortent de l'ordinaire qui peuvent peut-être débloquer un dossier. T'as-tu toqué ou bloqué? Est-ce qu'en haut de 80, c'est boqué ou toqué? Là, je ne sais pas. Y a-t-il un âge ou... avant la mise en marché d'un immeuble, coût de remplacement pour fin d'assurance, ça c'est une autre valeur. Là, hein? Des fois, ils disent, écoute, ma maison vaut 900 000. Ah oui? Montre-moi donc ça, je l'ai fait évaluer. Finalement, tu regardes ça, c'est un coût de remplacement. Un coût de remplacement, c'est différent de valeur marchande. On s'entend?
Différence dans le processus d'évaluation pour un prêt assuré versus un prêt conventionnel, je vous en ai parlé. Valeur marchande versus évaluation municipale. De grâce, vous devriez surtout en milieu rural comme on est, l'évaluation municipale n'est pas représentative de la valeur marchande de la propriété. Hein. Elle ne l'est pas et vous devriez être catégorique à ça. Premièrement, le rôle est produit pour 3 ans. Quand vous savez votre compte de taxes, vous savez, il est précisé. Les 3 années. C'est un 2009, c'est un 2010, 2011, 2012. Ça veut dire qu'on est dans la dernière année du rôle triennal. La valeur, l'évaluation municipale qui apparaît là, elle a été déterminée 18 mois avant l'entrée en vigueur de la première année. Donc, j'ai dit 1er janvier 2010, 18 mois avant, ça m'amène quoi? 1er juillet 2008. C'est ça la valeur marchande. C'est ça la valeur marchande qui est là. L'opinion qui est là. Fait qu'il venait en 2012, là, on peut penser qu'il a coulé bien de l'eau en dessous du pont, puis que la valeur marchande de cette propriété-là n'est pas ça. C'est correct. L'acheteur vous arrive, puis il vous dit hey, moi, je ne paierai jamais ce prix-là. Tu veux l'évaluation municipale là-dessus, puis il te dit il faut que tu sois capable de contrecarrer cet argument-là. En disant écoutez, premièrement, là, juste vous compreniez, l'évaluation municipale qui est là, elle est 18 mois antérieure, puis c'est écrit sur le compte de taxe. Quand vous prenez le compte de taxe au complet, elle est 18 mois antérieure à la date d'entrée en vigueur du rôle triennal. Okay? Premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas une évaluation sophistiquée. Là. Si vous prenez ici, on avait fait l'exercice, c'est des firmes d'évaluation là, qui sont des usines. Et eux autres, ils bident, ils soumissionnent au MRC ou à la municipalité, c'est une grosse municipalité, pour produire le rôle d'évaluation. Okay? Aux 3 ans, je pense. Puis des fois, c'est aux 6 ans parce qu'ils l'indexent au lieu de revenir puis refaire le tour de toute la paroisse au complet. Et là, il y a des personnes qui sont des technologues, qui ne sont pas des évaluateurs, qui eux autres ont comme mandat, là, il faut aller visiter toutes les propriétés. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont toute la fiche technique avec toutes les informations que la municipalité a. Ils partent de là avec l'ancienne photo puis l'ancienne description. Puis là, ils cognent à ta porte. Ils cognent à ta porte. Si tu n'es pas là, ils te laissent une note, on va revenir. OK? Si tu n'es toujours pas là quand ils reviennent, ils te laissent une note de revenir. Puis après 3 fois, ils ne reviennent plus. OK? Et là, ça se peut qu'il y ait eux autres. Là, comment est-ce qu'ils font pour évaluer la propriété? Ils présument que la maison n'a pas changé. Il n'y a pas de différence, quoi que ce soit. Puis là, ils l'évaluent en fonction de ça. Ça se peut fort bien que vous ayez fait des rénovations sans permis et que ces rénovations-là ont augmenté sensiblement la valeur marchande de votre propriété. Puis si c'est des rénovations à l'intérieur, puis il peut pas voir à l'intérieur, il n'est pas en mesure d'apprécier ça. OK? Comme tel. Moi, je suis en train de faire ma cuisine chez nous et j'ai pas pris de permis. Parce que je voulais pas. Puis je ne sais pas si ça m'en prend un. Je ne suis pas sûr que ça m'en prend un. Mais là, je présume qu'il y a un de mes voisins, parce qu'il y a un paquet de scrap, toutes les vieilles armoires, toutes les armoires de cuisine sont toutes dans mon abri d'auto. J'ai un abri d'auto, là. Tu peux voir, il y a un paquet de choses là-dessus, comme tel. Il y a un gars qui est allé sonner à la porte, qui a dit je suis l'évaluateur, je n'étais pas là. Ils ne l'ont pas laissé rentrer, il a dit qu'il reviendrait, il n'est pas revenu. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais l'évaluation municipale, on avait fait l'exercice et essentiellement, il avait soumissionné tant de milliers de dollars pour tant de comptes de taxes. Et ça voulait dire qu'il recevait à peu près 25$ par compte de taxes. Si vous prenez le Mont-Saint-Sauveur, ici, là, c'est un compte de taxes. C'est un immense compte de taxes. Le Mont-Saint-Sauveur, il se faisait payer 25$, il fait l'évaluation. Fait que ça niaise pas, là, ça va vite, là. C'est pas très, très raffiné, puis pas très sophistiqué. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont accès à toutes les ventes au complet. Ils ont toutes les ventes. C'est une des banques d'information qu'ils ont. Fait que, finalement, ils essaient de le positionner. C'est une statistique de masse. Dans le fond, l'évaluation municipale, c'est pour assurer l'équité fiscale des contribuables, des payeurs de taxes. C'est juste pour s'assurer qu'on a un budget de municipalité de 10 millions, puis là, il faut qu'on le répartisse. Comment on le répartit? Bon, on le répartit en fonction de l'évaluation municipale. Puis après ça, on donne l'étiquette de vitesse. C'est tout. Comme ça qu'on va faire. Vous la trouvez pas drôle, celle-là? L'étiquette de vitesse? C'est vrai que c'est la Sûreté du Québec, maintenant à Saint-Adèle, même à Saint-Adèle, ils n'ont plus de police municipale. Valeur marchande versus évaluation municipale. Soyez prêts à répliquer à ça. OK? Rappelez-vous que l'évaluation municipale est un outil pour assurer l'équité fiscale. Connaissez-vous les outils à utiliser pour vous permettre d'identifier les bons comparables? Matrix, TILA. TILA, c'est plus TILA, c'est JLR maintenant.
matrix, les 4 seules composantes ou éléments de la valeur, l'utilité du bien. Ça, vous l'avez étudié, ça? Hein? Bon. Prenez note que le coût n'est pas une composante de la valeur. Le coût ne crée pas de la valeur. Le coût n'a rien à voir avec la valeur. Puis ça, vous allez voir ça. Le vendeur t'appelle, il dit, regarde, ma facture, je n'ai mis 500 000 $, regarde, je ne veux pas faire d'argent avec ça, mets ta commission par-dessus ton vent. Oui, pas parce que tu as dépensé 500 000 $ que ça vaut 500 000 $. La valeur et le coût, c'est deux planètes qui ne se parlent pas. OK? Et si tu l'as bien dépensé, ton 500 000, peut-être que tu vas récupérer 500 000. Si tu as créé un éléphant blanc parce que tu as créé un monstre, là, tu t'es payé à la traite, là, ça se peut que ça vaille juste 250 000. OK? Et là, vous allez le confronter à expliquer à un vendeur qui a payé 500 000 $ que sa propriété à vaut 250 000. Ça, c'est tout un beau défi. Là. Puis là, il regarde les comptoirs en granit, il regarde ici, il regarde ça, il regarde ici, il regarde ça. C'est tout beau. Ça a coûté ça, effectivement, n'en doute pas. Mais tu l'as mal déplacé. Tu l'as dépensé à un endroit où les valeurs ne sont pas là. Ce qui établit la valeur, ce n'est pas juste la maison, c'est tout son voisinage. Et c'est la conformité que la propriété a dans son voisinage. Quand tu te promènes, puis il y a une maison qui détonne, là, qui sort un éléphant blanc, un château, c'est beau, ça, c'est impressionnant, sauf que cette propriété-là va être pénalisée au niveau de sa valeur marchande. C'est mieux d'acheter la poubelle de la rue que le château de la rue. La poubelle de la rue, tout le monde va tirer la valeur vers le haut. Le château de la rue, tout le monde va tirer vers le bas, à ce moment-là. Le coût n'a rien à voir avec la valeur. Le banquier va toujours examiner la valeur et non le coût. Les deux principes en évaluation, équilibre et conformité. Valeur contributive et des rendements décroissants, évidemment, c'est comme si tu achètes du café, si tu l'achètes à la livre au lieu de la tonne, tu ne paieras pas le même prix. Okay? Et c'est le même principe. Du terrain, si tu en vends 80 000 pieds au lieu de 40 000 pieds, un des exemples qu'on avait, c'est un terrain à Saint-Anne-des-Lacs, 2 terrains en rentrant sur le lac Guindon qui étaient à vendre. Il y en avait un qui avait 80 000 pieds carrés, puis l'autre avait 40 000 pieds carrés. Il y avait à peu près tous les deux la même façade sur le lac. Est-ce qu'on peut dire que celui de 80 000 valait 2 fois plus que celui de 40 000? Pas du tout. Pas du tout. Parce que les pieds carrés additionnels, on avait la même façade sur le lac, quoi que ce soit. On vendait des sites bord de l'eau construits. Essentiellement, il valait peut-être le tiers de plus, mais pas 2 fois plus. Okay? Et quand vous avez des terrains, il y en a un qui a 200 par 200, l'autre a 200 par 400. Le 200 pieds de profond en arrière, il vaut quoi? Ben, souvent, des fois, j'ai une personne qui veut vendre sa propriété à des propriétaires du terrain à côté. Le terrain à côté, il y a un cours d'eau qui coule quasiment à l'année longue, je ne suis pas sûr. Là. Hein? Ça vous allume. Zone humide, terrain non bâtissable. Là, je dis, regarde, t'as un beau grand terrain de 20 000 pieds carrés. Son voisin de l'autre bord, de l'autre côté, il est intéressé d'avoir l'intimité par la paix. Je dis, regarde, c'est pas compliqué. On va te subdiviser en deux. Tu vas y vendre la moitié, tu vas garder ta moitié, tu vas inclure ta moitié là-dedans. Ça ne change rien au niveau de la valeur marchande de ta propriété. Que tu inclus 20 000 pieds de plus ou 10 000 pieds de plus, ça ne change rien. De toute façon, ton voisin va garder ça. Ça vaut la peine de faire ça. Okay. Les principes des rendements décroissants, à titre d'exemple, la valeur au mètre carré d'un terrain vacant qui est très profond va décroître au fur et à mesure que l'échantillonnage évalué va être situé vers l'arrière du terrain en question. 2 importants principes en évaluation, le principe de conformité et le principe d'équilibre. C'est bien long tout ça. Le principe de conformité, le principe d'équilibre, afin de maximiser la valeur d'un immeuble, il faut que celui-ci respecte les 2 éléments. Il faut que le bien immobilier soit en équilibre et en conformité avec son voisinage, homogénéité visuelle, comparaison du château ou le taudis du secteur. La propriété doit être en équilibre avec elle-même et avec son voisinage. Attention aux maisons qui sont en bris d'équilibre avec le voisinage, je viens de vous le dire. La conséquence de ces 2 principes, la règle mathématique de la conformité et de l'équilibre, ou encore le principe de la répartition des valeurs. Ça, c'est... Le terrain vacant doit valoir un minimum, je pense que je l'ai plus bas. Le terrain vacant doit valoir un minimum de 15 de la valeur totale de la propriété. Okay? Et quand tu n'es pas en respect de ça, tu es en bris d'équilibre et tu es pénalisé. Je m'explique. La valeur marchande, que tu aies payé le prix que tu veux ou quoi que ce soit, si tu as hérité d'un terrain, le problème qu'on a souvent, là, c'est que vous avez du monde qui, finalement, achète un terrain, il paye rien pour, il vaut rien non plus, puis là, il se paye la traite. Puis là, il s'en construit toute une, OK? Un château.
Là, ils ont construit une sacrée belle cabane. Et le problème, c'est que les terrains voisins valent à peu près le même prix. Ils valent 10 000 $. Bien, 10 000 $, tu vas avoir un paquet de monde qui n'auront pas de budget que tu as, là, puis ils vont te construire un paquet de petites maisons plein pied. Et là, évidemment, ta valeur va être tirée vers le bas ou quoi que ce soit. Arrange-toi. L'erreur que le monde font, c'est qu'ils mesquinent sur la valeur du terrain, puis ils se payent la traite de sa maison. Fais pas ça. Fais pas ça. T'sais, puis un des exemples que je vois au Balmoral, le club de golf Balmoral à Morin Heights, là, si tu montes l'entrée principale, du côté droit, ils sont en bord de golf. De l'autre côté, ben, il y a la rue, puis tu ne vois pas le terrain. C'est comme un bord de lac, là, quasiment. Là. En bord de golf, là, ça a une valeur. L'autre, j'ai vu un paquet de monde. Au début, là, c'était des questions budgétaires. Le monde voulait aller au Balmoral, le golf, c'est beau, tout ça. Mais il n'y avait pas les moyens de payer 20 000 $ de plus. Au lieu de payer 60 70 000 pour ça, ils payaient 40 45 000 de l'autre bord. Grosse erreur. Grosse erreur. Paye 25 000 de plus, baisse ton budget de construction de maison, fais-le en 2 étapes s'il faut quelque chose. Mais regarde, là, aujourd'hui, là, l'appréciation en valeur d'une propriété qui est sur le bord d'un lac ou sur le bord d'un golfe, c'est énorme par rapport à l'autre. Ça, c'est un exemple là, qui devrait... Moi, mesquinez pas sur la valeur du bien immobilier en question, l'emplacement, tout ça. C'est là que la valeur augmente, ces choses-là. Le site et le site. Exactement. Puis ça goûte bon, de l'herbicide, puis d'insecticide. Puis c'est le fun des tondeuses à 5 h du matin. Ben ça, c'est si tu veux jouer au golf, là, remarque bien, là. Moi, je ne suis pas un fanatique du golf. Les règles mathématiques, les deux conséquences d'équilibre ou encore le principe de la répartition des valeurs, le principe des valeurs contributives et l'effet de plafonnement. Pour être en équilibre, les 4 composantes, la valeur du terrain doit être un minimum de 15 % de la valeur totale de l'immeuble, globale de l'immeuble. La valeur des dépendances, gazebo et garage, la valeur des aménagements, pavés unis, piscines, clôtures, ne doivent pas excéder 15 % de la valeur globale. Autrement dit, si tu dépasses ça, là, tous les piastres que tu dépasses au-delà de ça, mets-les dans le foyer, c'est la même affaire. Tu ne récupéreras pas ton investissement. OK? Et finalement, bon, la valeur de l'immeuble, il faut que tu respectes ça. Une propriété qui est en bris d'équilibre devient un éléphant blanc. La valeur est fonction de l'environnement du bien immobilier des exemples. C'est le voisinage qui crée la valeur. Ce ne sont pas les matériaux de la maison qui créent la valeur. C'est fort, ça aussi, hein, parce qu'il te montre son comptoir en granit puis son pavé uni. Effet de plafonnement. Un immeuble ne peut jamais valoir plus de 150 % du niveau maximal des valeurs dans un secteur donné. Il y a des secteurs qui sont assez homogènes où finalement tu es capable d'avoir un échantillonnage de transactions et tu peux situer que la maison les moins chères sont vendues 225 000 puis les plus chères sont vendues 300 000. 150 % de ça, là, ça fait 450. Là, mets 1 million, mets 2 millions, mets 3 millions, tu n'iras jamais plus que 450. OK? À moins que tu aies un grand terrain ou quoi que ce soit. Mais regarde, si on respecte la dimension du terrain, puis tu te payes la traite, puis tout ça, là, ça ne vaut pas la peine. Souvent, là, le meilleur conseil que tu peux dire à quelqu'un, c'est, regarde, vends ta maison, là, puis viens-t'en pour t'amener à Fontainebleau, là, puis si tu veux te payer la traite, tu vas payer la traite, mais tu vas faire ça dans un environnement où tu vas avoir une reconnaissance de la valeur. Et c'est important de taper sur l'épaule de ces personnes-là avant qu'ils viennent fous, là, parce qu'ils gagnent la loterie, puis là, ils en dépensent, puis ils en dépensent, puis ils en dépensent. Mais c'est comme brûler de l'argent à ce moment-là. Distinction entre la valeur à l'occupant, exproprié, la valeur marchande. On peut penser que quand on t'exproprie, tu as une entreprise qui fonctionne ou quoi que ce soit, tu es en droit de réclamer une indemnité qui serait peut-être plus élevée que la valeur marchande de la propriété. Coût de remplacement, attention à la clause de co-assurance qui s'applique toujours. Couverture équivalente à un minimum de 80 % du remplacement. Quand vous assurez une propriété, il faut que vous soyez assuré à au moins 80 % parce que si vous avez une perte majeure, une perte totale, puis vous n'êtes pas couvert au moins 80 %, ils vont y aller dans une proportion moindre, donc tu ne seras pas remboursé au total à ce moment-là. Donc, c'est important de vous assurer que vous êtes capable de démontrer à votre assureur que vous avez une couverture qui représente la valeur, le coût de remplacement de la propriété à ce moment-là. Coût, délai de production et durée de vie d'un rapport, 3 à 6 mois. Présentation du logiciel d'évaluation, c'est Michel Meloche qui en a un. C'est un logiciel Excel assez sophistiqué. Il y a des formations là-dessus. Si vous êtes bien fort c'est un modèle d'analyse qui fait un job et il produit ses rapports avec ça.
Mais c'est assez complexe. C'est assez complexe et je vous dirais que c'est pas tout le monde qui peut travailler avec ça. Enfin, quelle est la valeur contributive d'un sous-sol fini? Avènement du cinéma maison. Évidemment, à un moment donné, finir ton sous-sol, il ne fallait pas que tu le finisses trop sophistiqué parce que le monde cherche de la clarté, il cherche de la lumière, il cherche de la luminosité. Et des sous-sols qui sont sombres, tout ça, là, c'est pas recherché. Ne va pas dépenser trop d'argent en haut parce que tu vas. Puis aujourd'hui, avec des cinémas maison, tu peux peut-être en dépenser un peu plus parce que dans un genre de propriété, ça peut avoir sa raison d'être à ce moment-là. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions? On a terminé aujourd'hui. On se revoit demain matin.